à la réponse. This is Riker, and welcome to the next Diablo 4 developer live stream update. I'll be your co-host. I'm a YouTube content creator and professional Diablo fan. And I want to thank the Diablo team for having me here today. Ah, c'est un créateur de contenu sur YouTube qui s'appelle Riker, je ne connais pas. Il fait le host. Putain, stylé, hein. Bravo à lui. Ça dure 1h30, ouais. Hi, I'm Joe Shelley. I'm the game director for Diablo 4. And for folks watching us here and keeping an eye on chat, please keep an eye on the cameras. If they start spinning end over end, Donc, we promis, have a bad problem and we're not going to space today. J'en sais rien, Aperture, je t'avoue que c'est pas. Okay, I'm Joseph Pipora. I'm Là, il se présente. Je vais devoir bien Diablo 4. écouter parce que j'ai aucun sous-titre. Donc, je vais devoir bien écouter pour vous traduire tout ça. Et je vous traduirai dès qu'il y a des choses un minimum pertinentes. Pour l'instant, il se présente. Riker here. Thank you again, Riker, for joining us to be our host for this actual live stream itself. And we did want to actually do a few quick agenda items and so forth beforehand. Just a reminder to everyone that Diablo 4 obviously is coming out in June and you can still Bon, Diablo 4 arrive en juin. Voilà, précommandez-le. Non. Niquez-vous avec vos précommandes. Salut Landfast. Deluxe and Ultimate versions Quel actually enfer. could be early access, so there should be a QR code on screen if you want to pre-order for Deluxe or Ils sont lourds avec leurs précommandes quand même. Hein. Today, Merci though, pour le we have follow, a Nico. ton to Bienvenue. talk about. We expect this stream to be about 90 minutes or so. Le stream va donc durer environ 90 minutes. Je l'ai pas préco, Todd. One being endgame, the other one being some class balance changes in regards to Il va y avoir du some of the endgame, data feedback des that we équilibrages ended des up classes receiving, sur le feedback. as well as the dungeon feedback that we also received during Également, ils vont our parler beta un peu learnings, des that retours we sur les actually donjons. posted last week. So, without further ado, I'm going to stay quiet for most of the stream. You'll see me more towards the end. But I will, Il va rester silencieux pour la majorité du stream, on verra plus à la fin. I'll be on Twitter the whole time. He's very busy. Yes, I'm looking at chat. Yeah. Yes, I'll be looking at chat because we will be doing Q&A afterwards. True. En fait, ça sert à rien de préco, vous aurez le jeu le 6 juin. Because obviously, Riker, you've had quite a journey in getting down here, and of course, over the past week, you've been able to play the latest builds of Diablo 4. Donc Riker, il a pu jouer ici présent au dernier build de Diablo 4. How was it? Yeah, I mean, Comment est-ce que absolutely. c'était? So, I've been waiting for Diablo 4 Depuis en fait le for- feedback. Since years before it was ever revealed. I've been waiting so long, I'm literally transforming into Deckard Cain. I mean, look at me. So, yeah, when you reached out for the chance to come to the offices, play the latest build. Ils l'ont then contacté getting pour to qu'il come vienne jouer here, au dernier getting to build. experience it, getting to talk to some awesome people who gave me awesome insight into the build, into the systems, and get to play with decked out characters, endgame builds, seeing all the synergies coming together with the items. Il a pu Paragon tester builds carrément and visiblement. everything. It's really been a blast. Il a vraiment carrément Good to hear. I pu know tester donc one le of the first end-build, topics that we le wanted to endgame, jump tester des into builds. was, Il a pu vraiment I believe tester en it fait was le jeu dans like sa version la talking a little plus bit more about the finalisée. volunteers and the capstone dungeons, I believe. Yeah, because that's basically the gateway into all the other topics, right? Because we have the world tier system is like the different difficulties, and the capstone dungeon. Là, il présente un petit peu la notion des world tiers avec la montée en difficulté, le donjon donjon à faire à la fin de world tier pour monter justement de world tier par exemple 2 à 3. Yeah, let's talk about this. So I guess the first thing we want to talk about here is when players are going through the base game experience, they're finishing the campaign, they reach level 50, they get to move into their first world tier content, which is the nightmare tier. But before they gain access to that, they actually are going to have to go through what we call one of our end cap dungeons. Voilà. These Vous voyez are à droite le longer capstone and more dungeon. En gros, challenging quand vous aurez dungeon fini la spaces that campagne, have big, pour like, passer de boss world tier 2 à encounters world tier 3, they on kind va of donc serve faire le as, fameux like, capstone milestones players dungeon. are expected to pass in order to gain access to that next world tier. Now, Riker, when you were playing, you had a chance to actually check out your first NCAP dungeon, at least as part of this test. Like, what was your experience playing through this? Yeah, so the first NCAP dungeon, all right. I was one Il of those guys who was saying parle de son veteran expérience là difficulty pour is too easy, sur le crank premier it champ up. capstone dungeon. So NCAP dungeon, I think the first one, it's recommended level 50. I was level Il est recommandé 45, niveau 50. I was a hotshot, went in there. It was a humbling experience. That's how I discovered that, yeah, if you die enough times, you got to go back to town to repair your gear. So, Il se sentait hardcore chaud, players il est mort un beware. paquet I de had to fois, learn, like, boss il a dû mechanics, revenir en ville study, réparer, adjust my et build, il a dit and que c'était une eventually expérience put my tail between my legs, go power up a bit more qui before a dû trying le again. rendre un peu plus But then humble, parce qu'il pensait conquering it rouler felt dessus et s'est like fait a éclater la really gueule. great achievement. Very satisfying. Yeah, these aren't really spaces we expect players to want to go and like try to farm and try to get a lot of things out of. It's more these are milestones, gates for players to pass in order to gain access to that. Alors les world tiers, ça existe depuis Division 1, même avant sûrement. Bien avant Genshin Impact, le principe des world tiers. They're gaining access to a few new features. We're going to talk about a number of them today. So you'll start to Ça a see été pris dans Outriders, qui était avant Genshin Impact, Division 1, qui était avant Genshin Impact, ou Division 2. You're going to start to see unique items begin to drop in different parts of the game.
And then you're going to start to see sacred and ancestral items also begin to appear in World Tiers 3, and then particularly in 4. Donc, à chaque nouveau tiers de monde, vous aurez des nouveaux items, notamment des nouveaux uniques, genre de choses qui vont apparaître. En fait, ils seront liés à la difficulté du World Tier. Donc, il y a des loots, par exemple, qui seront en World Tier 4, où je ne verrai ni en 2 ni en 3. C'est pas un dev pour le coup, lui. C'est un créateur de contenu autour de Diablo. C'était lui justement qui a pu tester notamment le donjon. Salut Fafap. Il s'appelle Raik. C'est un YouTuber. Je sais pas qui c'est, mais c'est comme ça qu'il s'est présenté. The general gameplay loop of getting more powerful, optimizing your build, getting more gear, and then you have something that you're testing yourself against. And then when you defeat that, you move into this entirely new world tier with all of the additional systems and mechanics and features that unlock. So you're really moving into a place where new stuff is happening. You're unlocking new cool stuff. Yeah, enemies are more aggressive, they're more accurate, they're faster, they're moving more quickly. You start to deal with champion creatures, which are just more powerful minions. En gros, l'idée, c'est que tu as ton build, tu es tout prêt, tu es tout chaud, tu es en train de défoncer ton World Tier, tu passes un nouveau World Tier, et d'un coup, entre guillemets, cette quête de puissance recommence. Parce que les monstres s'adaptent, effectivement, ils sont beaucoup plus puissants qu'avant, et donc il faut à nouveau continuer d'aller plus loin dans le build, dans la montée en puissance de stuff, etc. And they have some logic about how they group up and how they decide which people to target. And so a lot of those different parameters we adjust as you go up in world tiers to make the monsters more threatening, because of course the players are getting more familiar with the game, they're getting more skilled, and they're also getting access to more tools in terms of new abilities through legendary powers or even unique items. Yeah. Donc il y a bel et bien des uniques pour le coup. It's easy for us to imagine that we could just make the game more difficult by increasing the damage the creatures deal or increasing the amount of hit points they have as you're going through these encounters. Qui est comme dans un want to make sure that the world felt more dangerous. Il y a des uniques dans le 3 ? Oui, il y a des uniques. Ah non, c'est dans Wilson les roses, je sais plus. Bref, en gros, qui vont donner de nouvelles capacités et modifier en profondeur le gameplay. Did you kind of determine, sense anything, like kind of going from world tiers like 1 and 2 into like world tiers 3 or 4? Oh, I definitely felt it. You stated in the difficulty descriptions, I guess I just glossed over it and I just expected more damage, more health. Yeah, I know how difficulty works. But I was starting to feel, the world just seems more hostile, more aggressive. And that's when I realized, there's a lot more at play in the increased difficulty here. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que la montée en difficulté n'est pas juste à travers les dégâts et les points de vie des monstres, mais ça se traduit également à travers le comportement des monstres, où ils vont être beaucoup plus agressifs, peut-être avoir de nouveaux patterns, ce genre de choses. Ce qui est très bien. The more interesting depth and complexities associated with some of the systems. So in world tiers, you gain access to two new sets of itemization tiers. In world tier 3, you gain access to sacred items, maybe to appear for you. And then World Tier 4, you gain access to ancestral items that could be dropped for players as they're going through those spaces. Donc là, il présente un peu les niveaux d'items, en gros, qui sont disponibles en World Tier 3 puis en World Tier 4. The powers are going to be based on their strength and level. So if you are, you're playing in the beta and you're killing level, 35 monsters for whatever reason, and you're going to be getting slightly more powerful gear as a result of that because the monsters are more challenging and they're going to be dropping better gear for you. But once you have reached level 50, and that basically that flow means that as you're leveling up and you're fighting more challenging things, you're going to continue to slowly upgrade all of your gear over time. You'll find a ring here, a helmet there. Il explique juste, en gros, vous allez PEX, montez votre stuff, etc. Il est en train de créer un exemple. Je sais pas trop où il va revenir pour l'instant. But once you get into World Tier 3, things change a little bit. So items that drop you have a chance to be sacred. Not every item in World Tier 3 is sacred by default. The higher the level of the creature that you're fighting, the more likely the chances that items dropped from that creature will be sacred in nature, or also based on the kind of. Sinon, il y a un truc qui s'appelle sacré. But sacred items when they drop can actually en World Tier 3 qui doit, je pense, modifier les items si je comprends bien. So you could get into World Tier 3, you could kill a pack of elites in your first dungeon in World Tier 3 at level 50. And you can get an item out of that group. Maybe it's a rare, a rare item that drops up from that group that is powerful enough that could serve a level 70 character. The sacred items here basically is going to have gear in it that goes from level 50 all the way up to level 70 in terms of the power swing there. Once you get a little bit higher, it's a little more likely to get slightly higher in the range, but it's very likely you can get those really, really great drops really early, which we think is super exciting. Because we want you to be trying to always be looking for just the right ring. Okay. It could show up your best in slot ring for that for a sacred tier. D'accord. Alors si je comprends bien, en gros, quand vous passerez en World Tier 3, vous avez donc après, c'est random, c'est un gun slash. Vous aurez une chance en fait d'avoir des items qui vont avoir en gros une sorte de plage de puissance située entre le niveau 50 et 70. Et par exemple, dès le début, si vous avez le cul sur un élite, il pourrait y avoir un item, un anneau parfait, best in slot, qui aura sa plage de dégâts en fait basé par exemple sur le niveau 70 que vous pourrez équiper, je crois, des niveaux 50.
50, si je comprends bien. Range drop that's going to be good for not quite your build, but like maybe you're playing a bleed barbarian. This is really good for like a berserk build or like a big fury build. And you say, okay, I want to give this to you can hold on to it. That could be a really valuable item to trade because it could be that its eye power is such that it's like really good for level 70 character, but the required level for the ring itself is level 50 because you got it at level 50. C'est ça, en gros, voilà. En fait, la puissance de l'anneau, par exemple, peut être niveau 70, mais comme on l'a eu au niveau 50, le niveau requis est niveau 50. Ok. Donc là, il donne les exemples d'items légendaires. I really want to focus on things that we haven't spent a ton of time discussing, but to give a general overview, legendary items in general are attached to like legendary powers. Donc les items légendaires sont liés à un pouvoir légendaire, c'est ce que vous voyez ici. Legendary powers basically are designed to appear on multiple different slots. So, an aspect might appear on amulet, but it might also appear on gloves, or it might appear on ring, or it might ça change pas grand-chose à Vince. Je cache même pas des pourcentages. Tout ce que tu vois pas, c'est les pourcentages. Let players like extract aspects and powers from items and put them into other items that meet certain criteria. It's fun because we want players to go and chase certain fantasies. It helps them kind of like hone in on certain kinds of builds and gets them excited about the potential of like kind of taking all these different Legos and kind of putting them together. Can I say Legos on stream? Yes. Legendaries, yeah. Legendaries is what I'm talking about. So once you get all of these legendaries together and you put them together, that's going to be really fun. So that's part of the fantasy we think of legendary items. Did you actually get a chance, when you're going through 1 to 50, there's only a certain number of these that are actually available. But when you get into World Tiers 3 and 4, more legendary powers are available. Did you get a chance to see any like new legendary powers? Putain, il est nul pour donner un exemple, c'est une catastrophe. Il tourne autour du pot, on dirait moi, quoi. Catastrophe. En gros, tout ce qu'il explique, c'est que il y a des c'est qu'il y a donc des pouvoirs légendaires qui sont, donc les pouvoirs légendaires sont liés aux légendaires. Ces pouvoirs légendaires peuvent avoir, comme vous pouvez le voir, une certaine tranche de puissance. Donc si un pouvoir légendaire vous kiffez, c'est d'avoir haut dans sa tranche. Et certains, en fait, n'apparaîtront pas avant justement le World Tier 3 et le World Tier 4. And it was for the druid that made your werewolf form your true form. So I know a lot of people have been saying, hey, can I just be a werewolf all the time? Yep. Yes. Yes, you can. Yeah, that's the next step, right? So unique items. Ouais, mais là le son est en fond chez eux, hein. C'est pas chez moi. Leur son est pas très bon. Alors là, il parle des uniques, on voit des items légendaires, donc je sais pas trop où ils veulent en venir. Ah, voilà, là c'est des uniques. Ok, donc c'est la première fois que je vois des uniques d'ailleurs. Voilà, donc là, les uniques, comme leur nom l'indique, sont extrêmement rares. Ok, ils enchaînent, très bien, il y a plein de choses différentes. Et donc là, le but du jeu, c'est que... Ouais, donc il donne plein d'exemples d'uniques. Eux, le but du jeu, c'est carrément de construire un build, comme tous les bons uniques, hein, autour de l'item. I think I saw Shaco earlier there. Ah, par contre, le mec, faut qu'il apprenne à être concis. Hein. Catastrophe. Ils ont donné un exemple. Par exemple, il y a des choses qui ont modifié le gameplay. Par exemple, du druide, vous voulez tout le temps être en loup-garou, vous pourrez l'être. Il y a des choses qui vous permettront de l'être. Salut Léonide, ça, Joker. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on gagne un énorme pourcentage de réduction de dégâts. J'ai un peu le temps de lire tout. Et on gagne, je crois que c'était de la rage. The new font changes and so forth that based off the beta learnings that we actually ended up posting last week. Yeah, we'll get more into the beta learnings later in the live stream. We'll go over them in a lot more depth. But yeah, absolutely, the font was a great example. I mean, I think we added at least 20% more serifs to the. Alors non, en gros là où vous voulez en venir, c'est que la montée en fait en puissance se fait à travers la montée en World Tier qui te débloque des nouvelles manières de jouer ton personnage. T'es pas juste tu as des stats en plus. En gros là, ce qu'ils essaient, je pense que ils sont pas très bons. Hein. Là où ils veulent en venir, c'est vraiment la possibilité de ton gameplay en fait va évoluer au fur et à mesure des uniques et des légendaires que tu vas choper. Mais c'est par exemple ton build, tu étais parti sur quelque chose qui marchait bien en fin de World Tier 2 voire début de World Tier 3. Tu vas avoir quelque chose qui va profondément le modifier et ça va sûrement être nécessaire pour continuer dans World Tier 3 puis à atteindre le World Tier 4. World Tier 4, excusez-moi. Oui. What's the next thing we want to talk about, Riker? What do you think? Well, so we have all these legendary items. One semi-deterministic way to farm for them, Helltide. It's an activity where
Alors là, ça c'est intéressant. Ils vont parler du fait d'une manière de pouvoir farmer des légendaires spécifiques. Par exemple, il y en a un qu'on voit en particulier. Comment est-ce qu'on peut faire? So as I mentioned before, once the player gains access to Nightmare Torment tier, Nightmare tier, they're going to start seeing some of these new activities. One of them which is Helltide. Donc Helltide est une des activités qui commence à partir, voilà, on voit en haut à droite, qui commence justement à partir du World Tier 3. Tout devient dégueulasse, ça devient gore, le ciel devient rouge, tout le bazar. Vous allez gagner des cendres en butant des mobs pendant cet événement. And this is great because you get to take these cinders, and as you're wandering through the overworld, you might be running on your other players. You might be like helping them do events together. Everyone's getting their own cinders as they go. Ah, c'est trop stylé le coffre. Je kiffe. Excusez-moi. And these are great. To your point about being able to target farm for certain kinds of items. So every one of the caches in the Helltide zone is actually tied to an item slot. And they all have different costs. So you look kind of like you'll be gathering cinders by playing within this space. En gros, visiblement, dans ces zones de Helltide, il y a des spots qui sont dédiés à des slots en fait dans votre stuff. Genre par exemple, des anneaux toujours au même endroit, les jambes toujours au même endroit, et ainsi de suite. En gros, vous allez chercher des coffres, par exemple, qui s'appellent là, ils disent le helmet case, donc le casque. En gros, et donc il faudra se concentrer pour ouvrir ces coffres-là avec les cendres, et on aura forcément un casque dedans. Donc ça limite les chances d'avoir, enfin d'obtenir le légendaire. Enfin, ça augmente les chances d'avoir un légendaire, par exemple, si on vise un légendaire de casque. Quand on meurt, on perd la moitié des cendres récoltées qu'on a sur nous. Vous farmez les cendres, vous allez au coffre que vous choisissez. À 70 balles le jeu, c'est pas si simple bot, hein, ceci dit. N'oublie pas que les bots, ça touche surtout des jeux comme le Star qui sont free-to-play, c'est à ça que tu pensais. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis juste que ça sera beaucoup plus rare. And different areas of Sanctuary are picked for Helltide Zone each time it rotates and moves around. So you need to make good use of your power. And if you leave a Helltide Zone, those cinders are gone. You have to spend them. Et les zones effectivement sont limitées à 12 personnes. 5 or 4, 3 minutes away from the end of the Helltide, you got to find yourself a cache to kind of deposit those things. Yeah, absolutely. My experience, I first jumped into a Helltide event with, I think, 23 minutes left on the clock. So I start by, okay, I'm scouting out the different chests or caches to see, okay, which is the one that has the slot that I'm looking for. Les puristes de Diablo 2, je vous encule. Vraiment, cordialement, vous m'avez cassé les couilles quand j'étais sur Diablo 2 et sur Diablo 3. À un moment ou un autre, Diablo 2, il a 23 ans. C'était génial. Laissons-le dans le cocoro, passez à autre chose, quoi. C'est comme un mec qui s'accroche trop à une ex, quoi. Faut passer à autre chose à un moment. Recalculating. Okay, how much time do I have left now? Okay, so quickly. Périsse de Monster Hunter, de Diablo 2, je ne sais quoi. Évoluez avec votre temps. Sinon, restez en 2000 et avec votre modem 56K. Je sais, je suis un gros con, rien à foutre. Obviously, it does take a little wind out of your sails if you just happen to get jumped at the wrong time. Again, another great opportunity for there to be players nearby when they're trying to help out in those situations. Et Diablo 3 est un très bon jeu. Factuellement, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Boxes with loot and awesome loot inside, right? They, each time a Helltide appears, they're in different locations, right? So you have to go and find them, as Riker was saying. But for the duration of that Helltide, they're in fixed places. So, when you go into pendant la durée du Helltide, donc en gros, ça va durer un moment, une durée déterminée. Il y aura donc des endroits prédéfinis en fait pour avoir tel ou tel loot, je suppose. Chacun ses goûts, comme tu dis, chacun ses goûts. Donc fous la paix à ceux qui ont aimé le jeu. Diablo 2 c'était très bien, j'ai fait des dieux résurrections, c'était très bien. Mais à un moment, il faut aussi savoir passer à autre chose. Ok, donc il y a bien une icône en gros dans les zones prédéfinies, on pourra bien voir si c'est des bots, c'est un casque, etc. Quoi. This is an opportunity for you to fight some different bosses. Again, like I mentioned before, there are different events and things that actually are going to be showing up. Merci Tizio pour le Prime. And of course, we can't really have such a wonderful experience as Helltide without our baby boy, the Butcher, showing up occasionally and causing serious mayhem and mischief
in the overworld of Sanctuary. So lots of really fun things happen inside these Helltide areas over the course of the player's experience. Bon, globalement, les Helltide, c'est quelque chose à durée déterminée. Ça me fait un peu peur. Ça rappelle le Star qui est pas en bien. On verra ça. Vous pouvez avoir, c'est par contre un bon moment pour focus des loots précis. So you are looking to also get some of the materials you need for like really high tier like weapon and item upgrades from going through these places. So Helltide is what we're doing to farm. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait visiblement plus de chances d'avoir des choses haut dans le tiers. En fait, par exemple, proche du 910 pendant le World Tier 3. J'ai rien dit de mal, je donnais juste mon avis. Ça tombe bien, personne t'a demandé ton avis. Donc, comme quoi, tu vois, décidément, tu t'es perdu. Car le cul de ton avis. Attention, on s'en carre aussi le cul du bien. S'en fout de votre avis. Appréciez ou non les jeux. Si vous les appréciez pas, faites pas chier. Si vous les appréciez, kiffez. Un jeu vidéo, c'est fait pour ça, pour s'amuser. Alors, les sigils, c'est quoi ça? Dungeon FX, d'accord. Donc ça, en gros, c'est à partir de World Tier 3 pour ajouter, en fait, Transfer the Dungeon into a Nightmare Dungeon. Ça, donc pour modifier en profondeur les donjons, rajouter les affixes, limiter le nombre de raids. Et augmenter bien sûr les loots. Nightmare Dungeons, very exciting system. Players haven't had a chance to play these in our betas yet, but as they get into the end game content, start going through World Tiers 3 and 4, you'll begin to see you'll gain access to some of your first sigils, which are primarily initially earned by completing Whispers of the Dead, one of our other overworld content features that players will be able to engage with. Il y aura un contenu à faire avant qui s'appelle Whisper of the Dead. Je sais pas ce que c'est. They are tied to a level when you find them, which is going to affect the level of the monsters inside that space. They have various afflictions, which we've talked a little bit about in streams in the past. These are going to modify the way that level rolls out. But Nightmare Sigils, when they are activated, after you collect one, is going to basically open up a portal near an existing side dungeon. And in the pre-release version of Diablo 4 and additional seasons, we basically select a subset of all of the side dungeons of the game that can become Nightmare Dungeons for that period. En gros, donc quand vous avez un sigil, vous l'utilisez, ça ouvre un portail pour un donjon proche. Et alors, j'ai pas compris après ce qu'il a dit. J'entends très mal, hein, le son est dégueulasse. Hein. Salut Rotten. We showed earlier in the video like this. Right now, actually, we're looking at this hell portal, nightmare portal that can open up and basically spawn in all these monsters. Donc ça, ils expliquaient voilà que ça peu importe votre donjon, on peut mettre en Nightmare Dungeon et avoir ces portails là enfin c'est en Nightmare Dungeon, portails qui peuvent popper en fait en plein pendant votre donjon. Vous allez devoir gérer des mobs supplémentaires en plus des mobs du donjon. And there's a number of these other like greater afflictions, like we showed the Stormbane's Wrath, that disc thing that was flowing around around you, and occasionally it just pulses out this really big, stunning, damaging effect. Alors ça va être lié au World Tier, Rotten. Ils ont expliqué un peu plus tôt en fait que la montée en World Tier n'était pas juste des dégâts et des points de vie, c'était aussi un aspect des comportements et des patterns des mobs qui évoluent avec la montée en difficulté. Ce qui est très bien, très bien. Voilà, donc là en gros on va donc choper des glyphes. And this is a really great place, not only just to like earn experience and really push your build and make sure that you're strong enough to tackle these sorts of challenges, but you'll also be able to. These are really great places to farm for like sacred and ancestral items in particular, and these are the places that you're going to be upgrading your Paragon glyphs. We'll be talking more about the Paragon system right now. So, in that, like, this is an opportunity to show the actual upgrade glyph screen. I just noticed, like, hey, look, it's actually up right now. What timing? Je ne sais pas ce que c'est les glyphes. Yeah, when the player reaches the end of a Nightmare Dungeon, they get to basically go ahead and take one of the glyphs they've been collecting over the course of their 50+ experience. And basically slot into here and choose to upgrade it and make. D'accord, donc en gros, on aura eu du violent des glyphes pendant le pexing et à la fin du donjon des sigils, on pourra mettre cette glyphe et upgrade la glyphe en question. Et pour ça, il faudra finir justement le donjon avec une sigil. Et vous pouvez l'upgrade avec tout un tas de stats différentes. What I noticed is that if you get some afflictions that you don't particularly care about, we have the ability to salvage some in order to craft sigils of our own, right? I think it's a 4-to-1 ratio, is that right? Yeah, just about. So you'll be able to get a lot of these different sigils by going through Nightmare Dungeons, completing Whispers, and through other content. If you're finding sigils that you don't really want or don't really want to run, because maybe we're going to have like enemies inside are going to do additional lightning damage, but you don't have a lot of lightning resist on your build,
maybe you want to go ahead and like salvage that back at the occultist. Attends, ça c'est intéressant. D'accord. Donc alors, en gros, on va donc avoir des sigils. Si ces sigils ne nous intéressent pas, on va pouvoir les daze pour, par exemple, admettons que la sigil transforme le donjon en quelque chose qui ne nous avantage pas du tout. L'exemple qu'il a pris, c'est admettons que ça transforme les mobs en dégâts électriques et qu'on n'a pas de résistance électrique. On vaut mieux daze le sigil. On va avoir de la poussière de sigil qui nous permettra d'en crafter une autre qui sera plus adaptée à notre résistance. Admettons qu'on a un gros stuff résistance feu. Et ben on a peut-être une chance d'avoir un sigil avec des mobs de feu. Dans ce cas, ça tombe bien. Should I take care of that before it starts spawning more monsters, or do I finish this fight first? I'm forced to make a decision, and I got to live with the consequences. If I think, maybe I should take him down, and then no, the fight becomes more challenging, and nope, I should have taken care of that gate first. Another one is, I forget the name, but it's some kind of blood cyst that starts to grow, and then if you just don't touch it, it eventually explodes in a huge area. Yeah. And it's either, okay, destroy it before it does that, or get the heck away as fast as possible. Again, making choices, and it's like, okay, I thought I had time to get away, then I got crowd controlled, and then boom, one shot. So I like how it changes the dungeon experience depending on which of these afflictions that you get. Il a juste donné en fait un exemple à quel point les afflictions ont pu modifier le donjon et à quel point ça lui a pété la gueule. You got to be careful. You can't choose to just throw yourselves at these things, and if you're making mistakes, you have to really evaluate carefully how you're progressing. Yeah. That's true. So yeah, you got a chance to play through some of those. So yeah, Nightmare Dungeon is very exciting, and they'll go up beyond level 100 as well. Actually, this is a content type that you can actually fight up to creatures up to level 150. Actually, as part of the experience, based on how far you're able to push yourself as time goes on. So really excited about how far players can go with that. All right, now you're talking about glyphs and the Paragon system, so let's talk more about those Paragon boards. Donc on va passer maintenant sur les... Ils ont parlé donc des glyphes, du Paragon, et on va maintenant passer sur le Paragon en général. Voilà. Il est là. Donc sachant que vous pouvez donc faire une recherche, c'est très bien. Vous pouvez faire pivoter. Vous avez 4 types de nodes, les normales, les magiques. Usually they're like a little bit more difficult to find a direct version of on items. So like something like this, for example, crackling energy damage. So that's a sorceress, so like a lightning spec sorceress ability. Et donc en gros, alors je n'ai pas compris comment choper ces nodes là, mais donc vous modifiez le gameplay. Là par exemple, vous voyez, c'est sur l'énergie crépitante du sorcier foudre. Which kind of might eventually unlock other builds for you to kind of go and chase after. But then there are rare nodes, which is on the next slide. Ensuite donc il y a les nodes rares. Ah oui, c'est pété ça. 32% de dégâts aux élites. Putain. Et il y a un bonus en fait sur ces nodes rares, et pour ça il faut par contre avoir des prérequis. Là par exemple pour l'activer il faut donc 260 de dextérité. Là ça, on arrive quand même à 48% de dégâts en plus sur les élites, grand Dieu. But then on top of that, if you were able to hit these thresholds for the stat requirements for these rare nodes, that is going to make them very, very potent for you indeed. And when you're looking at the board, these are some of the most critical things you'd be thinking about when you're plotting your path through each board, which of course there are a number of boards available for you at launch. And then when you'll be able to rotate them, you'll have to choose how you want to progress through rare nodes, whether you want to engage with the legendary nodes or not. This is a really important thing. Yeah. One other bit about this, just because it's easy for me to forget about, is that when you're going from Paragon board to Paragon board, like in the first board, this might be the cost. But then when you're looking at the second board that you're progressing through, those requirements are actually going to go up. So it's not in your interest to go run from board to board, just unlock as many of these. Tiens, d'ailleurs, ils font tourner le jeu à 60 FPS quand je vous dis qu'ils pensaient pour ça. Alors, je suis pas sûr de comprendre quand il parle là. Il parle en fait de gens qui auraient différents boards de Paragon. Je pensais qu'il y en avait qu'un seul. Ok. Et qu'on peut en fait aller de board en board et donc avec des notes différents. Vous avez fait quel strat pour le premier boss celui-ci? GG. Alors ça je vois bien qu'il y a plusieurs plateaux, mais quand il parle de plusieurs plateaux, toi c'est sur la même fiche ou sur une autre? À voir. On the way here that would take me over it, and how much do I care about that particular bonus? And then I'm comparing it to the other ones, and I'm thinking about that. So the normal nodes actually become sort of a path that you're trying to take to turn on these bonuses.
Donc en gros, on navigue à travers les nodes normales pour ensuite aller chercher justement, voilà, donc les quatrièmes styles, que ce soit les rares ou les légendaires. Donc là, par exemple, on peut voir que l'énergie crépitante a 25% de chance de ne pas consommer de charge. Donc, en gros, ça fait en sorte qu'elle reste plus long. So these are really powerful things to go and collect, but they're actually not the most powerful thing. This is just an additional, extra powerful affix you can kind of apply to your character, but you kind of do this in concert with other things you're looking for. Like I mentioned. Par contre, t'as vraiment des grosses personnalisations de spé. Là, par exemple, sur la truc crépitante. And we're going to talk about that next. What the fuck? So when you, basically, as you're going through the board, there are going to be these sockets that you can unlock. And the sockets are going to be sitting adjacent to a number of other regular nodes. Now, the way that glyphs work is that you're going to put them into one of these sockets, and they are going to be affecting nearby nodes and also fueled by other nearby nodes. Alors, les glyphes vont donc être alimentés par les nodes aux alentours, et elles vont donner des buffs aux nodes aux alentours. Ça va dans les deux sens. Nearby nodes at the same time. And as I mentioned before, glyphs can be leveled up pretty high. They continue to grow the radius of the affected nodes. Et les glyphes donc peuvent être level up, ce qui va affecter notamment le rayonnement en fait des nodes qu'elles vont toucher, pour qu'elles renforcent de plus en plus de nodes autour d'elles. You have to like kind of choose from board to board where are the sockets on this board. Are they near the stats Ah oui, d'accord. Alors pour le coup, c'est reste le même board. On peut effectivement le faire pivoter pour avoir plusieurs points d'entrée. And it's going to do additional critical strike damage, whatever it's going to do for me as a result. That's a really important choice to make, and because all of the boards have different configurations, different socket locations, and different things near those sockets, you have a lot of. Ah, mais ce qu'ils appellent board, en fait, c'est la même chose. D'accord, oui, ok, c'est genre là, c'est un point d'entrée sur un autre tableau, quoi. D'accord. Oui, en fait, on a voulu. Je crois qu'il y a 150 niveaux de paragon, je crois, si j'ai bien compris. C'est pas infini, il me semble. Ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est que il parlait de 150 niveaux, si je dis pas de bêtises. You know, incinerate, focus, burn type sorceresses to feel like they've got 204. Bon, pourquoi il parlait de 150 niveaux alors tout à l'heure? J'ai mal dû comprendre. Even if all of their skill choices are identical. Yeah, it's something that, you know, we've talked about a lot. Donc en fait, on peut passer niveau 100. Ça, je crois. Non, il y a pas les points de talent, ça s'arrête avant. Je crois que c'est 50 ou 70 ces points de talent, non? Les points de talent pas dans le paragon avant. Et c'est ensuite il y a niveau de paragon. Ah oui, mais non. 220 para, mais est-ce que c'est pas 150? Attends, ok. Parce que 70 et 150, ça fait 220. Cool about the Paragon system that I didn't realize at first is that every Paragon board is almost like a Paragon Ça marche, class, ok. like a specialization class where it's all built around a certain theme, fantasy, playstyle, and it all revolves around that 50 après 50, c'est le para. Ok, j'avais raté ça. legendary node. Mais And vous then l'avez vu où ça, les 1 point, ces 4 paras? C'était dans le jeu qu'on a fait la bêta, non? J'ai dû rater ça. Necromancer, like, oh, this board is like the pure summoner fantasy, and this one is the blood mage. And looking at it that way really like made it very cool for me to be able to explore. Okay, you know, I can. Oui, mais je veux bien, mais elle vient d'où ta source, tu vois, c'est ça qui m'intrigue. I'm going to go like bone and blood and just further, explore and dive into that specialization. Yeah. No, there's a. Bon, là, il parle juste en fait de spé, c'est pas forcément. By the time they finish leveling up their character at level 100. We want those choices to feel like they've got meaning individually. Players can respect them for those choices if they want for gold costs. We want to be able to play with this system and be able to like kind of experiment with different ideas as they go. But importantly, we want them to feel like that the choices they made for the 220 matter a great deal to their overall performance. En gros, ce qu'ils disent, donc déjà qu'on aura quand même l'occasion de respect, ça va coûter un peu cher, mais on aura quand même l'occasion de respect sans trop de problèmes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils veulent vraiment que les paragons ça soit pas juste des stats, ça soit un véritable impact en fait sur notre manière de jouer pour customiser en fait notre build au mieux, quoi. Ça marche, ok, j'ai dû rater ça. Ça marche. Merci pour l'info. Ils vont parler un peu des changements qui ont été faits maintenant. Let's start out with looking at some of the class changes that we did. Ok. There's a lot of text on this screen. Par exemple, le barbare, damage reduction, ok, il prend des damage reduction, il prend des dégâts en moins. Le tourbillon fait le plus mal. Le druide, heavily increased damage. Ils ont grandement amélioré les dégâts des skills de compagnon. Ok, nécromancien. Ok. Et le sorcier charge ball damage, lightning.
Ils ont réduit la puissance, notamment l'aspect foudre, qui était très puissant chez le sorcier. Fireball, Windows Spawn dans les ennemis, vont flanquer, using. Ah, ils ont boosté le pop du Firewall sur le sorcier. Avec l'enchantement, c'est vrai que c'était un peu light. Ah, c'est cool, ils ont rien touché au mage glace. Rien touché au mage glace, ils ont juste nerfé un peu de mage food normal. Pour le rogue, ils ont augmenté les bonus pour le skill de subterfuge parce que j'ai pas joué rogue. Ils ont réduit l'explosion des corps du nécromancien, en même temps c'était débile, on one-shot et tout. And there are a lot of aspects to that. So there's some nuance in here, right? Like for the barbarian, we identified that. Ouais, parce que c'était débile. Hein. Et ils ont boosté par contre les pets du nécro enfin les dégâts faits dans les stats dans le Book of the Dead, parce que c'est vrai que ça servait pas grand chose pour le coup. So we added this passive damage reduction. So you're just going to take 10% less damage. Just flat, no matter what choices tiens. as a barbarian, and that's to account Ah, intéressant. Les effets comme l'étourdissement ou le gel peuvent être appliqués aux monstres élites 2 fois plus longtemps qu'avant, avant qu'ils deviennent instoppables. Magnifique pour le mage glace. Review class skill, to confirm the class have access to your skills, remove control, ok. I did, yeah. Beaucoup de pouvoirs légendaires ont été mis à jour, très bien. I was hoping the druid would have gotten a bit more love with regards to spirit generation, but then I played an endgame build of, it was a perma werewolf storm druid. So I'm a werewolf who's casting storm skills, and the playstyle was so tight, it flowed so well. It just all gelled together once you got the full kit, the full build together, and I went into this week. Il donne un petit exemple en fait de son build qui marchait bien. Class favoritism. I had rogue, I had necromancer. Il donne les classes qu'il a préférées, rogue, nécromancer, etc. I'm completely confused now. I think druid might be my favorite now. Parce qu'en gros, depuis, le druide était effectivement dernier dans son cœur initialement parce qu'il le trouvait aussi trop faible. Et depuis les changements, le druide a été évidemment considérablement EP. So we took a look at bosses and monsters. In particular, their attacks that deal damage in an area. Pour l'instant, alors moi, ce que j'ai le plus joué, c'est le sorcier. De ce que je vois, c'est pas déconnant. La chain lightning, ça faisait des dégâts complètement stupides contre les boss, en fait, quand ça touchait qu'une seule cible. Surtout quand ça remontait sur nous. Le fireball, ça popait jamais avec l'enchantement, donc très bien. Range class is sometimes choosing between getting a better position and doing more damage. Pas de nerfs, des hydres bizarres. J'ai pas trouvé ça si fort que ça, les hydres. Ça faisait mal, hein, Nina, mais j'ai pas trouvé ça pété, tu vois, particulièrement. Par exemple, le nécromancien, quand j'ai joué, j'ai trouvé ça sur pété. C'était fort, les hydres, mais d'autres choses étaient très fortes, tu vois, aussi. Là où j'ai été déçu, par contre, c'est sur le contrôle. Après, bon, c'est les world boss, hein, mais tu vois, j'ai fait le world boss pendant l'open beta avec mon mage frost, qui était quand même bien stuffé. Et j'ai joué Hydro aussi, hein, Vince, j'avais bien l'amulette pour en avoir une autre et tout, mais bon. Il a pété, on va dire. We want the corpses to have sort of an economy. We want to have the sense that corpses are useful, you're using them to bring in more skeletons. And the necromancer pets, you know, il parle un petit peu donc en fait en gros c'est juste qu'il dit à haute voix ce que je vous ai déjà traduit en fait les explique en fait les petits changements qu'il y a pour chaque classe. Ah oui, ça toujours trop tôt pour le jeu, on est bien d'accord Toad. Mais c'est vrai que là où je rejoins, c'est que moi je m'en fous que l'équilibrage des classes ne soit pas l'année au 25, ça je s'en fous quoi. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'équilibrage au 25 que toutes les classes doivent pas être quand même un minimum fun et tout à jouer. Et c'est vrai qu'il y a des classes où c'était un peu le jour et la nuit, le nécromancer c'était débile en termes de puissance, tu vois. Il fallait faire quelque chose pour l'early où tu te faisais limite. Enfin, moi je me suis fait chier avec le nécro, c'est trop puissant. Tu one shot tout, t'appuies sur un bouton, c'est pas intéressant. Avec le barbare, je me devais me donner. Avec le sorcier, c'était puissant, mais je devais quand même bien faire un build cohérent. Micromanage your pets to get out of this. An army of skeletons around. Yes. That's not a fun gameplay that we're trying to capture specifically with the necromancer class. So we modified the damage that those kinds of powers do to pets, both necromancer and druid pets, in fact.
Yeah, we do want to make sure that managing your minions to some degree is part of the mastery of playing a necromancer, and that when skeletons go down, you need to accommodate Ils that. décrivent un petit peu l'aspect de gestion des pets en fait en tant que nécromancien, qui ne va pas non plus exactement en mode tactical. Trouver en fait un compromis entre une gestion des pets en fait agréable à jouer, sans qu'elle soit en fait trop emmerdante où on est en mode micromanage en temps réel. We just want to make sure that the necromancer does get a chance to engage with those parts of the mechanics. Now another. And I did get to play the Summoner Necro, and I was summoning my minions regularly, so it was something that was a continuous part of the gameplay. But I never found myself in a position where, oh, I'm out of minions, I'm out of corpses. So the corpse generation rate it felt good. I'll admit that passive minions is not my favorite playstyle. I would love the ability to direct them, but for what you intended to accomplish, I felt you did. Yeah, so, one of the other areas of feedback, we have a note here that says, là, pour le coup, effectivement, tout ce qu'ils font, c'est de dire aux joueurs en fait les changements, quoi. Ils expliquent un peu, mais bon, si vous avez joué les classes, vous savez, le nécro c'était pété, le sorcier ça dépendait de l'SP, le barbare, qui prenait un peu cher pour un barbare, bon bah voilà, il prend un peu moins cher. Le tourbillol pue la merde, bah maintenant il pue plus la merde. Bon. So the classes are designed so that every class is intended to have access to a good set of options to clear crowd control. Oui, bon, on a compris en gros que les classes sont designées pour faire en sorte que toutes les classes peuvent avoir des chances égales de pouvoir faire un peu de contrôle. Oui. Le barbare va stun, le druide, je sais pas s'il peut stun aussi, ou repousser, j'en sais rien. Sorcier il glace. Le rogue, j'en sais rien, j'ai pas joué. Nécro il fait quoi comme contrôle d'ailleurs? Je sais même pas trop. Ouais. I don't remember it being an issue at the high levels of play, no. Going back to my favorites, Barbarian now is my second favorite after being my fourth. Again, yeah, the melee playstyle I felt gelled really well with the high-level Barbarian. It all came together. I didn't feel I was being punished for being in melee. I didn't feel constantly crowd-controlled or an inability to gap close. He had the spears to bring enemies to me. Ah oui, c'est vrai que t'as la cage là, c'est vrai, j'avais zappé. Close the gaps and a good toolkit to deal with everything. C'est vrai. The last thing I want to note on classes, of course, is that there are a few other changes beyond what you're seeing here. Il y a d'autres changements en plus de ce qu'ils montrent actuellement. Hydra changes. We made a lot of small changes to. Je crois que j'ai entendu qu'il y a un changement sur les hydres. Legendary powers. We updated legendary power effectiveness, which is sort of. Ils n'ont pas dit quoi, ils ont juste dit Hydra changes. There are a bunch of small details, and we're sort of tweaking them. The other thing I want to talk about is dungeons. Right? Yeah. La prochaine chose dont il veut parler sont les So we donjons. got a lot of feedback from players that Ils ont eu beaucoup de feedback there was a lot of running back in dungeons. des joueurs, en fait, où ce qui est vrai, il y a beaucoup trop d'allers-retours dans les donjons. There are really two ways that we wanted to tackle this. First off, of course, if we have a situation where you're running back, we have a system that causes monsters to ambush you to make sure that. Si vous devez en fait revenir en arrière pour aller choper un mob. But secondly, and this is really the more effective aspect of it, we changed the layouts of dungeons and where objectives were located in the dungeons. Oh yeah, that's right. Look at this. Graphic design is our passion. Yeah, absolutely. I wish that I made this graphic because it's. I did laugh really hard when I saw this. Beau graphique. Bref, en gros, déjà on a un premier truc qui va être que les mobs vont nous sauter dessus, ceux qui nous manquent, plutôt qu'on aille faire le tour du donjon pour les choper. Danus Debilus! That players called out in beta, Hoarfrost Demise, right, as one that had a lot of run back. And one of the reasons that you can see here that it has so much run back is that the objectives are laid out in a way that you have to run down. En gros, là, il explique pourquoi est-ce qu'on a des allers-retours, très bien. And then you have to run back. It's a dead end, and then you have to run back down that narrow hallway. So we changed the layout of Hoarfrost Demise like this. So you can see that the objectives, which are those diamond icons. Voilà, donc en gros, maintenant, l'idée, c'est que salut, échappe. Le but du jeu, maintenant, c'est que, bah voilà, vous avez compris, de toute façon, que les objectifs soient sur le chemin et que ça soit plus naturel, en fait, et que ça fasse pas des allers-retours. J'aime beaucoup leur graphique, ceci dit. The map is fogged, you haven't explored it yet. But it's set up in such a way that as you're exploring through the dungeon, you're going to naturally encounter those objectives
along your way, and so you're not going down and then having to backtrack a long way. Yeah, in our objective view, this was going to lead to smiles. Yeah. This is good. But no, it's important. Like we want to make sure that as you're progressing the space, you are naturally coming across these objectives in a simpler way, as opposed to need to like kind of like wander and kind of like backtrack a lot more as part of that. Yeah, and in fact, we identified a number of dungeons that. Donc en gros, ils ont identifié un nombre de donjons où justement ces allers-retours étaient présents et que c'était casse-couilles et ils vont les changer. Pour faire simple. Ils changent donc en fait le level design des donjons. Parce qu'il faut avoir conscience que c'est juste des couloirs qui peuvent se déplacer un peu comme des Lego. We address this for Nightmare Dungeons as well because it's a key replayability system, as we were just talking about earlier. This is another example of Cordragon Barracks. It's another dungeon that we saw a lot of feedback and screenshots from beta, where you can see that the objectives are set up such that clearly you're going to have to run back all the way back through that long hallway. You're going to spiral around. You have to go out. You have to explore out from those spirals, and you can end up getting confused and running back. Because the other thing that happens here is that if you've run to an objective and the next thing that you have is back along a path that you know about already, then why wouldn't you just run back along that path that's empty of monsters? It's not fun. It's more fun to kill monsters, but it's more efficient than exploring some unknown that might or might not lead back to it, right? So that's a key part of these layout changes as well. And if you take a look at the next Ils expliquent pourquoi ils ont fait justement les fameux changements, que comme quoi l'idée c'était que c'était pas forcément grave de faire un petit peu, de bouger un peu en arrière. En fait, tant qu'il y a du mob à taper, ça le fait. Le problème, c'est à partir du moment où on devait revenir en arrière et que c'était vide. Mais oui, en gros, ils traduisent juste le feedback qu'on leur a donné les joueurs. Comme quoi, ouais. And in those situations, we've made it so like once the players reach a certain threshold of monsters they've killed, rather than saying like, you know, there are potentially as many as 50 zombies in this cave. You know, after the player has killed, 49 zombies, they might still be normally looking around in the last corner where a zombie is kind of like hiding in a closet someplace, right? In this situation, instead, once you reach a certain threshold of zombies that you've killed, now they actually begin chasing you down. They start looking for you in that situation, such that you don't need to go crawl through the entire space and explore every bon, ça c'est bien, c'est qu'en gros, unexplored area in that dungeon just to find the zombies. Some of them are going to come after you in those situations, which is a great change. T'as buté des zombies, il t'en manque quelques-uns, ils viennent te chercher plutôt que toi qui cours après les 3-4 zombies qui te restent. Et merci à Destroy pour le flow. Bienvenue. Which are just these objects, these motes of energy that drop on the ground when you kill certain kinds of monsters. Sometimes you need to go and gather a whole bunch of these things and then bring them back to another area to deposit them. Sometimes it opens a door, might summon a boss, all kinds of things that we do with this. But in these situations now, when players are collecting this animal when they're running around the dungeon trying to find all these creatures and do these things, you're going to also gain. Ah ouais, non mais c'est terrifiant quoi. Resource back for your class. You can get some other things. It's actually really great. When you actually deposit these things, you're going to get a health potion. So there's lots of things we're trying to do to make sure that those experiences help speed you up and feel great Les donjons ont été revus, il y a moins d'allers-retours, les mobs sont plus dynamiques et plus présents. C'est mieux. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent depuis tout à l'heure. Oh, leur son est vraiment nul. With kill all monsters, of course, if you're having to go and hunt down one of those monsters, that's effectively backtracking, right? You're running through an empty space. And the other aspect of it is that the sort of the intensity curve of the excitement in the dungeon is going down. Like you're backtracking through a bunch of empty space, and then when you get there, it's not going to be an exciting moment. It's going to be Ils sont en train de décrire un truc qui serait pas excitant à faire ou qui devait être actuellement, qui était anciennement présent et qui maintenant a évolué. Bah, on sait que c'était pas excitant, sinon vous n'aurez pas eu de feedback. Yeah, it's almost similar to like Den of Evil, Diablo 2 feel and so forth, but now being able to seek you out means less backtracking, less hunting in corners for that one fall in or wherever. Well, yeah, and the other thing I like about it is that it increases the intensity at the end of the dungeon, right? Because you have the monsters. You're still clearing the last monsters, and now you have monsters running at you. But what was your experience with these changes? Yeah, so this was probably my number one complaint about the beta was the backtracking. I'd often in a dungeon at some point reach a point where I'm like. Que sa plus grosse complainte sur la bêta, donc au créateur de contenu là, c'était justement le fait d'avoir des allers-retours, des retours en arrière. Bon, ok, donc là il confirme qu'avec les changements qu'ils ont fait, comme il a pu jouer au dernier build, il n'a plus ressenti ce qu'il a ressenti pendant la bêta.
But like the changes made hasn't made the experience linear. It's not like, oh, now we just have one quarter to go down. As you were saying, like now if you do go on a side path, there could be things to run into, but just overall, everything from an experience standpoint just flows a lot better. Voilà, donc en gros, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à parcourir les donjons depuis qu'ils ont fait les nouveaux trucs. We actually had a big question in regards to dungeons and resetting dungeons and how that actually works. And I do want to take some time for you guys to be able to clarify a little bit because there's tons of questions. And then we tried to clarify, and I think we made it worse. So we're going to... Let's re-clarify the clarification. Exactly. Yes, so the reset dungeon button, right? So we added this button. Ils ont ajouté un bouton de reset des donjons. Enfin, un truc nouveau. There wasn't an easy way for dungeons to reset naturally. In fact, the way we added it led to some undesirable secondary effects. Il y a eu des effets secondaires en fait avec la création, la manière dont ils ont ajouté leur bouton de reset. It doesn't care if the dungeon is partially completed. If you're a hardcore character and you're in danger, you can just press it and presto, you're all good. And since we initially added this button, the amount of time for dungeons to reset organically, we've been working with our online team and we've been making changes to, over the course of development, like how Town Portal works, how dungeon reset works. And so the way that it works today, if you are outside the dungeon, and if everyone from Vous êtes en dehors du donjon, outside the dungeon, so if you're alone, just you, and there are no town portals open in the dungeon, then the dungeon will naturally reset over a period of about 60 seconds, about 30 seconds of matchmaking in 60 seconds. et que en gros, dès que vous en sortez du donjon et s'il n'y a pas de portail ou autre à l'intérieur, You got halfway through and you're like, you know what? et ben il reset en fait dans les 30-45 secondes. Kill a world boss, or I want to do something else now. Then it'll take a little bit longer to reset. It takes about 150 seconds, but it'll still reset naturally pretty quickly. And the other case here is that you've got maybe you're doing the dungeon and there's some particular objective in the dungeon or side quest in the dungeon, and someone, one of your friends joins and they want to do that side quest too, right? But maybe you've already completed it in this dungeon. So you can also hop out of the dungeon, which you can use through the Leave Dungeon button right in the UI as well. It does have a short cast time, so not as quick, yeah. But it's right through the UI. You can do it from anywhere. Invite the other person to the party, to your friend to the party, make them leader, hop in, you'll get a fresh dungeon as well. Yeah, so hopefully that clarifies. You can still reset. Resetting dungeons is still a thing. Vous pouvez toujours le reset même sans le bouton. C'est juste maintenant, ça se fait en fait naturellement. Tant qu'il n'y a personne dedans, il faut juste attendre un petit peu. I did want to go over two two specific changes that we also obtained through beta that we didn't actually report on the blog. One you actually tweeted. Deux changements dont ils vont parler maintenant de deux changements qu'il y a eu après le feedback de la bêta, qui n'étaient pas dans le blog. Distance and so forth, and with specific abilities and whatnot. So people who are using ultra wide or mega. Ah, il parle du TP en fait par exemple avec l'ultra wide. Ok, oui, ça c'est bien. En gros, l'idée, c'est quand vous avez un écran ultra-wide, comme vous pouviez vous déplacer plus loin. Ils ont fixé ça. And then one other thing that we did notice during beta, which was world boss encounters and how players would actually complete a world boss encounter. Et le feeling en fait des joueurs sur les. Another way of being able to, in that same window, go through another world boss encounter to obtain sur le fight des world boss. Opportunities of grabbing loot, which is something that we also did address through the beta learnings that we received from players. So that's true. Now I'll point out that the first time you kill a world boss in a week, you are going to get more loot. Voilà, la première fois que vous tuez un world boss, il y a plus de loot, on sait, c'est les bonus hebdomadaires. Like there's less incentive to try to find a way to kill the same world boss 10 times, but you certainly will get some rewards. Yeah, exactly. Mais même si vous voulez farmer le world boss, vous aurez quand même des récompenses, mais pas. Mais en fait, ça, on le s'était déjà dans la bêta, ça, putain. Great. I know we ended up learning a ton from the community in regards to the beta. Obviously, you guys got to hear a little bit about the endgame systems within Diablo 4. We do have
a cool. Bah non, justement, ils ont réglé le problème sur Geeks. Is it time for a surprise? It is time for a surprise. Il est temps d'une surprise. If you've been hiding on the internet and have not seen Rod Ferguson make very, very nonchalant tweets about this, Ok, donc il y a une surprise qui arrive à propos d'un tweet de Rod Ferguson. Broadcast, I would say. Happy to announce that we've been hearing a lot of feedback from players about wanting to experience more Diablo 4 and On va avoir une bêta. Before the game's release in June. And so, on May 12th through May 14th, Mai 12 au 14. hosting a server slam event. Ok, donc ça s'appelle un serveur slam. En fait, le but du jeu, c'est d'être très nombreux pour péter les serveurs. C'est un test serveur. This is a really important weekend for the team and the dev team here because we need as many people to really log in, check out. Ça sera gratuit, open. Là, le but du jeu, c'est de se connecter en masse pour stresser les serveurs. Ce qu'on appelle un stress test. Joe, I know you have a lot of want and need and emphasis towards this specific weekend, so be curious to hear. Yeah, so first off, S'il te plaît. all of the changes that we just talked about in this live stream will be in place on the server slam. Yeah, so huge news right there. Tous les changements dont ils ont parlé sur les classes, sur les donjons et tout, seront disponibles pour le stress test. That weekend on May 12th or May 14th. That's right. And the other thing I want to point out is that we recently announced that we've gone gold. That Diablo 4 has gone. Ils ont récemment annoncé que donc le jeu est passé gold. Ça, je l'ai déjà expliqué en live. En gros, il était parti en impression. We did tons of, server. We learned a ton of stuff in terms of our servers, in terms of server configuration. L'écho, c'était de chez moi dans ce cas-là. Si un écho, c'était moi. Le son est pas bon, mais il n'y a pas d'écho. Really improve our confidence for launch through that, and that's why we're so confident in announcing that we've gone gold. Now, the purpose of this weekend is to slam those servers, right? Really make sure that everything is exactly perfect. Oui, bon, ok, on a compris. Donc oui, rassurez-vous, le stress test, c'est pas pour sur la vérité des trucs encore à vérifier sur le jeu. Le jeu, il est bien gold, il est bien prêt, il est bien parti à l'impression. C'est vraiment pour stresser les serveurs. Ah, vous aussi? Ok, d'accord. Si c'est pas chez moi, tant mieux. That's not the only reason to do it. When you participate in the Diablo 4 Server Slam, quand vous participez au stress test, vous avez la récompense. Alors, un test, on pourra retester à Shava. Il y aura un trophée de Ashava. Ah, c'est nouveau ça. For this Server Slam weekend, we've set the level cap to level 20. C'est niveau max 20. Le niveau de légendaire, le niveau de loot légendaire sera le même qu'à la sortie du jeu. Il ne sera pas boosté. Ouais, mais ils disent Mount Trophy, c'est pour ça que ça me perturbe. Mais oui, ça va être une monture. You're going to have 48 hours to slam these servers, right? Now, during this time, effectivement, ceux qui n'avaient pas encore eu de loup, etc., pourront l'avoir. Mais là, ça sera niveau 20 max, pas niveau 25. Oui, mais Moon, c'est monture, je sais, mais là, ça s'appelle trophée de la monture des pleurs d'Ashava. Bon, moi, je joue à New World, un trophée, c'est pas une monture. Pour ça, il y a d'autres jeux, mais un trophée, pour moi, c'est pas une monture. Et je suis d'accord qu'il y a monte, je sais parler anglais, enfin, bref. Ça prend trop la tête, sûrement. Donc, on a buté Ashava, par contre, niveau 20, pas 25, ce sera un peu plus dur. Donc, ce n'est pas une monture, bande de bananes, merci Pookie. Voilà, regardez, c'est un trophée pour la monture. Ce n'est pas une monture. C'est effectivement comme Witcher 3. Merci Pookie. Pour le coup, c'est stylé. Non, t'as bien, c'était bon Pookie, bien vu, bien vu. Je savais pas qu'il y avait ça pour le coup. Bien vu.
This is where the shadows go, apparently. Effectivement, pour le coup, c'est quand même pas mal de savoir Slam. Pour ceux qui n'avaient pas pu avoir les récompenses avant, vous allez pouvoir les avoir. C'est effectivement un petit bonus supplémentaire. On sera présent dessus. Hein. On testera un peu les changements sur les donjons, etc. Including the 2 titles and the Beta Wolf Pack will be available, as well as the Cry of Ashaba Mount Trophy. And for the Mount Trophy, you have to be level 20 and Voilà. kill Ashaba. Donc vous aurez toutes les classes de disponibles. La première zone toujours, le prologue acte 1, niveau 20 max. Et voilà tous les trucs. Le World Boss Ashaba donc sera toutes les 3 heures. Il faut buter donc Ashaba pour avoir le trophée. Le Beta Wolf Pack si vous êtes niveau 20 si vous n'aviez pas encore fait. And obtain the rewards and really help us out, help out the team, and make sure that we have a smooth launch for Diablo 4 come June. Et voilà, donc en gros, venez stresser les serveurs pour qu'ils puissent en fait avoir le lancement le plus propre possible en juin. Live right now, or live immediately after the broadcast for players to actually read about all this information, and that will be available on Diablo4.com. So make sure to check out the blog, get all your information there. Pas sûr, NO2, je sais pas. La meilleure petite en parle, je suis pas sûr. Peut-être d'un coup, peut-être maintenant, je saurais pas te dire. Si on peut l'avoir plus tard, ça n'a pas grand sens de effectivement comme récompense. Le Beta Wolf Pack, par exemple, enfin le Wolf Pack, non. Enfin, en tout cas, je suppose que non. Après, peut-être que c'est un truc dans la boutique, j'en sais rien. Who are jumping into the Silver Slam weekend. The team here has done some massive work on some of the PC optimization from the first 2. Ils ont grandement amélioré l'optimisation sur PC, qui était déjà très bonne pour le coup. For Nvidia cards will also be available for people to try out in the Silver Slam. Il y aura le DLSS, si j'ai bien entendu, il y aura le DLSS 3.0 pour le jeu, ce qui est très bien aussi. Il me semblait qu'il était déjà là, peut-être pas encore activé. But there's more graphic options and optimizations and so forth for PC players to check out. Yeah, looking forward to everyone really hitting the servers and really helping out with the game. Ça va être beaucoup plus dur de tuer Ashava effectivement en étant que niveau 20. Là, c'est sûr que ça va être un plus de challenge là, ce qui est cool. Has a bunch of questions that he was asking his own community that we will most definitely go through as well, and then we're also going to be grabbing. En plus, on a toujours que 15 minutes, hein, c'est limité dans le temps et il y avait déjà des gens niveau 25 qui galéraient à la tomber. Which bon. is like how long will it take us to get through the battle? Un petit Q&A, donc combien de temps ça prendra pour traverser le Battle Pass? Ils avaient déjà dit, je crois, non? C'était pas genre 100 heures? 80 heures, 100 heures? Yeah, I think that there's so I've talked a little bit about this in the past, but I think one thing I really want to emphasize is that when we think about the Battle Pass for the for Diablo 4, je rappelle, c'est leur 3 mois à la saison, donc le Battle Pass pareil. Players. We want to make sure that the players who are going through the Battle Pass, they're going to have a lot of content to consume, like outside the Battle Pass. They're in all likely going to finish everything in the Battle Pass before they finish all of the content within a season. Non, c'était 40 heures la campagne. Tu me fous le doute. De mémoire, c'était 40 heures annoncées pour la campagne, c'est déjà énorme. Ça peut pas être 80 heures la campagne vite. Impossible. Impossible, je suis prêt à voir ce que tu veux. Impossible. Our goal is like if you want to start to engage with this, want to make sure that you are compelled to go through all of it as you're playing. C'est beaucoup trop long pour une campagne. Bonne soirée Tofty, merci encore pour ton soin aujourd'hui, c'est ouf. Merci. Riker, I know you have questions. I want to make sure that you get some questions in and so forth. And I guess we'll just go back and forth for this. It'll make it easier for these two guys. Merci pour le follow, Katsugi. Bienvenue. Yeah, exactly. Just keep doing that. Yeah, sounds great. Well, so first off, something that you were, I think, touching upon earlier, and correct me if I misunderstood, but I think on the topic of Nightmare Dungeons, it sounds like every season there's going to be a rotation of 30 dungeons that can be turned into the Nightmare Dungeons. Is that right? Chaque saison, il y aura environ 30 donjons qui pourront être transformés en Nightmare Dungeon. 115 or so like side dungeons available in the baseline Diablo 4 experience. We want to take a subset of those each season. The exact number we're working on, we're going to think about that. Ils sont en train de travailler sur le nombre exact de donjons. We rotate every season to make sure that we are highlighting different kinds of objectives, different sorts of layouts, different monster families. Chaque saison, donc ça va tourner en fait les donjons mis en avant pour changer le type d'objectif, de monstres, de décors, etc. All 115 different dungeons every season, every time, with regard to this system in particular. So that is the idea. Is we do want to rotate through these from season to season while we're looking to introduce other ideas. Yeah. Cool. I got a question here from. Merci Takoyaki pour le follow. Bienvenue à tous. Merci les gars. I do this every stream. From a Twitch user. From a Twitch user in chat. Do you have any plans to keep interest for people who don't plan to play in seasons?
Est-ce qu'il y a un intérêt pour les gens qui ne comptent pas faire de saison, quel sera l'intérêt de continuer à jouer? That we're going to be having a lot of really rich and interesting content updates for our seasonal players, but we're still be making balance changes and adding new legendary items and unique items. Ils ajouteront des nouveaux uniques, des nouveaux légendaires, des balances, des équilibrages. Putain, faut chier les pubs Twitch à ce moment-là. There will always be new infusions of some game content at that level, the players going in that space. But for the richest experience in the post-launch environment, I highly recommend checking out Seasons because we're doing some really cool stuff. C'est une bonne question, mais soyons réalistes. Le but du jeu, ça reste quand même d'être basé sur les saisons, tu vois. Après, globalement, tu pourras toujours aller optimiser des personnages, aller toujours plus loin au niveau max, dans le Paragon, etc. Tout sera disponible, tu vois, sans les saisons. Mais ça aura forcément entre guillemets une limite. Après, la limite, c'est peut-être 500 heures de jeu, donc c'est déjà pas mal, quoi. Yes, so the skill tree really that we have for Diablo 4 at launch really is just the beginning for these classes. We are going to be looking for new opportunities to create more playstyles within each of the classes. We'll be adding new passes, potentially new skills in the future. Les arbres des talents que vous voyez donc au lancement de Diablo 4 n'est que le début en fait pour les différentes classes. Ils veulent étoffer au fur et à mesure d'évolution du jeu ces arbres de talents, donc de nouveaux talents, de nouvelles branches, de nouvelles manières en fait d'évoluer au sein de l'arbre lui-même. We have lots of interesting customization options we're going to be adding as part of Seasons, but they might not touch the skill tree specifically. Il y aura des choses, donc des modifications de gameplay et tout qui seront amenées pendant les saisons, mais qui ne toucheront pas forcément. Et merci à Kasuka pour le 5e mois d'abonnement avec le Prime. Merci beaucoup à toi. Il y aura donc donc les changements qui auront lieu pendant les saisons ne toucheront pas forcément à l'art des talents. Les changements de gameplay. Merci Kasuka. Well, and give permanent character power as well. I'm going to get there. Okay. So there's two purposes really that the Elders Level have. They have this larger collectible feature where you want to kind of go get all of them for the stat points that you just called out, and then they also provide the renown. So renown is reset on a seasonal basis. So when you start a new character, your renown score goes back down to 0. You'll have to go and finish. Il y a un renom donc qui est basé de manière saisonnière. Ce renom est reset à chaque saison. That renown back up to unlock all of those benefits. Now, you don't need to go do all of that content in the zone to max out your renown bar. There's actually way more activities that grant renown than you actually. Il y a une barre de renom donc on va faire progresser à travers les différentes activités du jeu. All of the renown and getting all 5 tiers of the rewards. When it comes to the stat gains, so basically, to your point that you're just speaking about, Altars will also have another purpose, in that when you find one, they give you a stat boost that's supposed to apply to your character and all characters in that realm. The way that's going to work is that once you've collected that stat boost from a specific altar of Lilith, Il parle des hôtels de l'élite qui filent des stats là. out to other characters of that game type. So basically, hardcore is going to have its own progression for this. Les hardcore par contre ne seront pas concernés par ça. C'est-à-dire que ça compte pour tous les personnages du compte en softcore, pas en hardcore. Those stat boosts you collect will propagate to your hardcore characters you would make in the seasonal realm. And the same is true for players who are playing in the normal realm and playing the normal game mode. All the stat boosts they're unlocking via the Altars of Lilith will also unlock for their seasonal characters in the future, such that players don't need to go and collect every Altar of Lilith with every new season, but you do want to get some of them. They do still grant experience, and they do give you some bonus towards your. Alors, je suis pas sûr de comprendre ce qu'il a dit là, si quelqu'un a compris, parce que je traduis, mais il parlait du fait qu'on n'avait pas besoin de choper les hôtels de l'élite en fait à chaque saison, que ça resterait pour les autres saisons, et puis là il vient de dire qu'il n'y aurait peut-être pas forcément besoin d'aller chercher tout court, mais qu'on aura quand même besoin de certains. Donc c'est pas très clair dans ma tête. J'ai compris l'anglais, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire le monsieur là, même s'il a parlé français. You unlock a permanent stat boost in season 1, that will persist into season 2. That's correct. Mais donc en gros que les hôtels de Lilith donc concernaient soit le softcore soit le hardcore, et dans les saisons ça concernait que la saison, mais ça concernait aussi toutes les saisons à venir. C'est pas clair, pas compris. Alors moi j'ai compris qu'il fallait pas les ramasser à chaque saison, que c'était gardé pour les saisons à venir. J'ai peut-être mal compris, hein. Il est parti, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Merci Lifeng pour le follow, bienvenue. Creatures in the game that have a chance to drop particular things. World bosses, for example, have a really good chance to drop Scattered Prism, which is the crafting material you use in order to add sockets to items in the game. And then there are certain content types that have the chance to grant certain materials, like Fiend Rose, for example, really only shows up in Helltide areas. And the only way to Bon là il reprend l'exemple en fait de où choper différents un petit peu particulier de loot comme pendant les Helltide. So, and I've talked a little bit about this in the past, but I think it's good to remind people and also just to continue talking about it, right? Because it's a new mechanic.
Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas besoin de faire ça NO2, contrairement à ce qu'a dit Zero Ton. Ce que j'ai compris, c'est que les unités de Lilith, ça perdurait de saison en saison. Fallait les rechoper par contre sur un personnage saisonnier une fois, mais c'était pas très clair ce qu'il disait. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a le factuel, je crois bien. Irrespective of your class. So you're playing a barbarian, which can't use crossbows as one of its weapon types, and you could be killing all these skeletons, and you might just get a crossbow drop as a result of that. That's tradable with rogues. You know, there's other things you can do with that, but that's not taking a role from the skeleton. It could drop everything else in addition to that. Pas grand chose pour l'instant, Killer. C'est pas ma faute, hein. C'est eux qui avaient dit que c'était sur la game. Hein. C'était pas putaclic mon titre, promis. Je ne me faisais que référer à ce qu'ils avaient dit au précédent live. Bon, là, ils ont parlé un peu du Paragon, mais pas vraiment du contenu, quoi, effectivement. Ils ont parlé des Hell Tide et des World Tier. So as players discover more of this, they continue to fight more monsters and start mapping some of these things out, they will uncover the right areas or the best areas potentially to farm for certain kinds of things. Oh, that includes like unique items as well. Mais il en a déjà parlé avant, ça. A unique crossbow, maybe it behooves you to try to fight a lot of skeletons because you know they have a chance to drop crossbows in addition. En gros, il parle toujours des chances d'obtenir des loots à des endroits très spécifiques. Donc là, par exemple, il prend l'exemple de l'arbalète, où il y a certains mobs ou certains endroits qui looteront que les arbalètes, et donc ça a une chance d'avoir une arbalète unique, etc., etc. But you know, we'll talk about that when the time's right. Fair enough. This one is kind of tied to some of the server slam stuff that we just announced, which is, will there be any additional changes made to the game? C'est ça, ils ont parlé effectivement des sigils qui transformeront donc les donjons. On sait qu'on pourra améliorer les glyphes dedans, qu'on mettra dans le l'arbre de Paragon. That's why it's so effective as a server slam. Now, of course, as a live service game, we're going to be continuing to take feedback exactly like you saw. En tant que jeu à service, on continuera d'avoir votre feedback pour continuer de faire évoluer le jeu. Je rappelle que le but du jeu de Diablo 4, c'est que ça soit un vrai jeu à service pour la décennie à venir. Beaucoup plus poussé que le live service de Diablo 3, qui n'a pas été spécialement bon pour le coup. Il y a eu du bon et du moins bon, quoi. The large-scale map over your actual gameplay. D4 does not have an overlay map. A lot of people are asking for it. What's the reason for no overlay? Yeah, so when you're playing through an action RPG and you're playing through that core loop, you're basically switching between two modes of behavior, right? You're killing monsters or you're navigating. And you're switching back and forth. Ok, il explique un peu comment. Attends, je traduirai parce que là c'est pas pertinent. Il dit qu'est-ce qui se passe quand on joue en action RPG? On tue des monstres, on se balade, ce genre de choses. Je crois qu'il essaie juste de parler de ce qu'on appelle une boucle de game design, mais je ne vois pas pourquoi il parle de ça. In fact, it's so effective that it's up there's no reason to ever close it. And so there are a lot of solutions that we've seen different games do in terms of like trying to mitigate sort of its effects on combat. In terms of fading areas around the player. Oui, effectivement, c'est la map tab. Mais bon. What we're trying to do is we're trying to keep the combat and navigation spaces as clean as possible by separating them a little bit more. En gros, de garder le combat et la navigation aussi clean que possible en les séparant. You see, in certain cases, edge of screen indicators on the minimap. We want to add more of those kinds of things, but ultimately, you know. Our goal is to make sure that players, when they're going back and forth between combat mode and navigation mode, that they have the tools that they need to do it efficiently, and they don't feel like it's a huge hassle. Oui, bon, bah globalement, ils veulent qu'on puisse jouer confortablement, que ce soit quand on doit mater la map ou se taper. Tout ça pour dire qu'ils essaient de faire leur taf. You know, you won't have an overlay map. We're trying to make that experience as smooth as possible, but we're going to continue to listen to player feedback on this point. All right. We have a question saying, are all dungeons going to be single floor iterations with halls like traversing, or are we going to get like maybe multi-level dungeons? Est-ce qu'on aura des donjons à un seul niveau, des donjons à plusieurs niveaux? Enfin, est-ce que tous les donjons vont être solo niveau ou à plusieurs niveaux? Genre, il parle vertical. Il est vraiment avec des étages, des passages, genre de choses, quoi. Un peu comme les failles. An interesting effect of that is that you might not always notice when you're going down a floor into a lower floor. Donc en fait, il y a des donjons, les donjons ont plusieurs niveaux, mais comme il n'y a pas de chargement entre les niveaux, vous vous rendez pas forcément compte que vous êtes en fait en dessous du niveau où vous étiez avant en termes de verticalité. In many cases, our dungeons do have multiple floors, and because it's so seamless,
Mais la majorité de donjons ont bel et bien plusieurs niveaux, c'est juste qu'on s'en rend pas forcément compte, dû au fait que ce soit fluide, sans chargement en fait, comme ils sont complètement ouverts les donjons pour naviguer à travers les donjons. Je sais pas si c'est clair. Globalement, oui, les donjons ont plusieurs niveaux, mais on les ressent pas parce qu'on n'a pas passé de portail de chargement. Solo players versus groups, or are we going to see like 4-man squads ganking lonely players? Il parle de PvP là. I want to make sure I'm really clear about this. The fields of hatred that we have in Diablo 4. Donc la zone des champs de la haine. So if you go into those spaces, you need to be mindful that you are entering a chaotic realm of danger. Vous entrez à un endroit chaotique. That's what we're trying to do. Now, players who go into these spaces might also be fortunate and find that there's a number of other players that are trying to peacefully farm up, various resources while they're fighting there, and not actually be interested in engaging in PvP immediately. That also is a situation you might occasionally find yourself in. Maybe you decide that you want to take advantage of them, and you show up and decide that you want to go and gank. Il prend l'exemple en fait de des gens qui sont en train de farmer sur les champs de la haine et qu'on essaie de les gank. At some point in time. But I want to make it really clear that there are things in place in terms of how we bucket players by level and things like that to ensure that you're not always going up against like really high level players and very Vous allez rencontrer les joueurs de votre niveau, pas des joueurs trop haut niveau. In this space, is there any guarantee that there aren't 3 people as we're roaming around this area looking to gank lonely people like me? The answer is there is no mechanic in place to prevent that from occurring. So you need to be mindful of that when you're walking around here. Going there with friends. Vous pourriez tomber en solo contre des groupes en solo pour ganker des becs solo. En gros, ce qu'ils recommandent, c'est un endroit dangereux, dur, avec des bons compos, mais si vous voulez ces trucs-là, allez-y avec des potes. Pour l'instant, il n'y a pas de choses visant à tuer des gens, il n'y a pas de gain, de ce que j'ai compris. Il n'y a rien aussi non plus à perdre, à mourir. Donc c'est pour le pur but de sauter sur la gueule et d'avoir les ressources présentes dessus. Mais on ne gagne pas, par exemple, des points de PvP en butant des gens, ce genre de choses. Donc là, c'est ce qu'il disait pour l'instant. There are some tools to avoid, the same group of players repeatedly killing you. There are also two fields of hatred, so you can move between fields of hatred. And there are things like elixirs that can allow you to be more evasive or get away from situations where you feel like you're at a disadvantage. Alors, ce qu'il disait, c'est que tu pourras pas tomber contre des gens qui sont pas de ton niveau, Rotten. Par exemple, si tu es solo et que tu es full stuff, mais tu seras forcément contre des gens, à part pas les hauts stuff, mais par exemple, si tu es, je sais pas, 70, tu tomberas que les gens entre 65 et 75. Bon, mauvais exemple parce qu'il y a le 4 là. Mais on va dire que tu es 60, tu auras des gens entre 55 et 65. Juste ça, plus ou moins bif, mais c'est dans l'idée, quoi. Par contre, si tu es plus petit qu'eux, oui, tu as peut-être une chance de les buter. Mais il n'y aura pas d'autres mécaniques en fait pour lier les joueurs. Donc c'est pour ça qu'il conseille, si tu veux absolument aller dans les champs de la haine, vas-y avec des potes. Alors là, pour le coup, ce qu'il a dit mot pour mot, Tizio, là j'en suis sûr pour le coup, on ne perd rien à mourir et on ne gagne rien à tuer. C'est que pour le plaisir de sauter sur la gueule. Et peut-être s'il y a des ressources ou autre. On ne les perd pas en mourant. C'est ce qu'il vient de dire. Après, j'ai peut-être mal compris, il parlait d'autres choses, je ne sais pas, je ne fais que traduire. Sur un live, pas trop de gens dans un truc pour éviter que des groupes de 25 sur un streamer qui ferment. Dans tous les cas, on est lié à 12 dans les zones NO2 TV. Quoi qu'il arrive. Those comments specifically for that. I keep looking down at the monitor and the people in production behind me keep going, Adam, what's wrong with you? That's just me. In regards to other quick questions that we do have, I'm going to just lightning off a few questions that have been coming up. These are kind of related, I would say. Quoi qu'il arrive. Well, one is a co-op. Tu peux pas forcer d'avoir 25 personnes au même endroit, quoi. Have we looked at doing something like that? Et 25 personnes, enfin 12 personnes en l'occurrence spécifique. Est-ce qu'on peut mettre un clavier souris de vous faire attaquer? Est-ce qu'on peut mettre un clavier souris sur console? Mainly because, as you guys know, PC, like the account structure on Battle.net and having 2 accounts at the same time on one PC is a little difficult. Enfin, je crois que c'était ça la question, je n'ai pas bien écouté. On console, right now it's just controller play, and as we get past launch and so forth, we'll look at more into feedback and everything from that end. I guess last question from me. With regards to the crafting system, can we expect that to be something that is built up to be more robust over time?
Ce qui est pas déconnant en vrai, Roton. Tu veux jouer au clavier souris, tu joues sur PC, quoi, tu vois. Après, globalement, le jeu est très bien adapté à la manette, tout comme Diablo 3 d'ailleurs. Donc, tu vois, le mec qui va absolument jouer clavier souris et qui va absolument sur console, il casse juste les couilles à un moment ou l'autre. Généralement, tu as une console, c'est que tu maîtrises la manette. Un de mes viewers, un de mes modos, Niben, il maîtrise pas la manette, mais il joue peu à la console. C'est Atrix ou Blue qui joue, quoi. Bon, un autre, voilà, tu peux pas tout avoir. Je trouve ça normal pour le coup. Il parle un peu du crafting là. Vous aurez de plus en plus en fait de features liées au craft en fait au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Je rappelle, c'est un jeu live service. Because we mentioned the NVIDIA DLSS3 will be coming in the Server Slam ray tracing. Voilà, donc ça c'est très bien. Il n'était pas initialement. Il y aura le ray tracing. Il y aura donc également le DLSS 3.0 pour les RTX 4000 de NVIDIA pendant le Server Slam. C'est une très bonne chose. Vraiment. Pour moi même qu'une 4090, c'est le rêve. Même si vous avez juste une 4070. Hein. DLSS 3.0, c'est une grosse réussite de la part de NVIDIA. Oui, avec AMSEP, le FSR est très bien aussi. Va chier. C'est à peu près ça, un killer. Et le DLSS 3.0, mais qu'on savait déjà qu'on aurait. A lot of people are talking about WASD movement right now. We don't have any plans for incorporating that. That's something that we may look into post-launch or whatnot from our end. Cool. I think we got a decent amount of questions in. Talked about the beta learnings and of course all the information about Endgame And the Server Slam. And the Server Slam. Ashiba's Server Slam. Yeah. On you mentioned WASD movement. So no, WASD movement will not be in the game at launch, but in the Server Slam, do check out the additional control customization options that we added. Yes. They are referenced on the blog. And we want to continue to add more ways to customize the control scheme in the way that you're thinking of. So something that we're thinking about for the future. Ok, d'accord. Bon, il y aura visiblement des nouvelles manières de customiser vous savez, l'attribution des touches. For joining us this week. I know you've had a opportunity to play through the game quite a lot. We've just stuck him in a room. He's really just played the game a ton this week. But we really appreciate everyone tuning in for the Diablo 4 Developer Update live stream. Again, our next live stream will be sometime in May, early May, and we'll be talking a little bit about our season structure as well as our... Bon, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Donc début mai, il y aura un nouveau live stream qui parlera de la structure des saisons. In terms of Diablo 3, we have season 28 currently going on right now. It's an awesome season. Highly recommend checking it out. Yeah, check it out. Oui, ok. Regardez la saison 28 de Diablo 3 qui est sortie il y a 2 mois. Elle était très bien, ceci dit, mais elle est sortie il y a 2 mois. A week or two ago, that added a new PvP system into the game. So make sure to check that out if you haven't as well. For Diablo 2, we do want to announce one quick thing as well. Et la saison 4 de Diablo 2 Resurrected qui commencera le 4 mai. May the 4th. May the 1st be with you. So we did want to get that out so people can plan their calendars because it's always been a fun, exciting time within D2R for people to do the ladder race as they kind of get prepped for it, take time off, call off from work. We'll give you a doctor's note. It's perfect. So, but yes, thank you guys again for tuning in to the Diablo 4 Developer Update live stream. And we really appreciate you guys and appreciate the feedback. And thank you again, Riker. Thank you so much for joining us. Yeah. Voilà. Bon, en résumé de ce live Diablo 4, ils ont parlé de Paragon. Qu'est-ce que c'était long, putain. Ah, c'était long, Beans. Je sais pas si tu trolls ou pas, mais c'est juste qu'ils parlent beaucoup pour rien dire, quoi. Rien que sur les allers-retours, ça se simplifie en une phrase, en mode on a corrigé le problème des allers-retours, on a eu des bonnes idées pour ça, il n'y aura plus le problème d'aller-retour dans les donjons. Voilà, fin de l'histoire. Il y a eu beaucoup de blabla pour rien, mais donc annoncé 1h30. Et bah 1h22 quand même, ça a duré, leur connerie. Mais je sais pas si tu trolls ou pas, Vince, je comprends toujours pas les blagues, oublie pas. Bref, donc ils ont parlé du système de Parangon, on a vu des glyphes, on a vu les Nightmare Dungeons, on a vu le Helltide. On a donc un stress test du 12, donc ça dure 48 heures, du 12 au 14 mai. Donc ça sera un week-end. Le 12 au 14 mai, c'est pas un week-end. Ah si, voilà, c'est ça, du vendredi donc au dimanche. Voilà. Qu'est-ce que... Une 3050 ?
Ouais, non, ça me choque pas. NO2, je vais peut-être être méchant, mais t'as un vieux PC. Hein. Surtout le processeur est totalement dépassé. Hein. C'est un très vieil Hexacore pour le coup. Hein. Ah oui, d'accord. À quoi s'attendre pendant le test de serveur? Merci Socure. Alors, voyons voir ça. Donc, serveur Slam, ok, très bien. Ça commencera le 12 mai à 21h heure de Paris, au 14 mai à 21h. Ok, on sera dessus. Pas beaucoup, mais on fera un petit peu parce que j'ai déjà quand même pas mal pensé. On verra quand même un peu les nouveautés. Évidemment, ça sera wipe avant la sortie. Oh, va y avoir tellement de gogol qui vont me demander si ça va. La progression est gardée. Je comprends pas ces gens. Donc évidemment, non, la progression ne sera pas gardée. Vous pouvez pêcher qu'au niveau 20. Le taux de drop de légendaire sera similaire en fait à la sortie du jeu. Il y aura donc Ashava qui nous filera donc, faudra le buter donc niveau 20, ça sera donc évidemment beaucoup plus dur. Et on aura donc un trophée de monture. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc ça, c'est les petites récompenses. On a différents titres qu'on atteint niveau 20, qu'on atteint Kyoshavad. On a le bibou, le trophée de monture. Voilà. Ok. La porte des enfers. Ouais, bon, écoutez, rien d'incroyable. Hein. Oui, non, bon, Camset, il est un peu violent, mais ton PC, effectivement, dépassé NO2. C'est pas méchant, hein, mais c'est juste que tu peux pas mettre dans la même phrase tiens, c'est chelou, j'ai quand même un gros PC et Diablo 4 ça marche pas alors que t'as un PC pas ouf. C'est pas grave d'avoir un petit PC, mais tu sais, c'est comme un mec qui dirait attends, je comprends pas, je vais qu'à 130 sur l'autoroute alors j'ai une Twingo One 94, tu vois. C'est déjà fou que t'ailles à 130, tu vois. Bon, voilà, faut dire les choses. Bref, après être bien passé pour un gros connard, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir été présents, c'était vraiment pas ouf comme d'hab. Mais bon, le jeu, lui, sera ouf. Je rappelle que la LAN commencera au plus tard le 9 juin, voire même peut-être le 8 juin. On ne sera pas là Day One, pour la simple et bonne raison que je pars du principe que ça ne marchera pas Day One. Et je les blâme pas pour ça. Parce que même s'ils font un stress test, même s'ils font plein de choses, il y a très peu de chances que ça marche Day One, hein, le 6. Donc je ne serai et rien à foutre du 2, je suis pas un pigeon. Donc je ne serai pas là le 6. Le 7, logiquement, on finira de préparer la LAN. Et on aimerait nous lancer donc la LAN Diablo 4 à partir du 8 juin. Merci d'avoir été présent.